Les salles d'audience sont censées être des lieux de droit et d'ordre, mais les choses prennent parfois une tournure sombre et inattendue. En 2021, Jitender Godji, qui avait assassiné Ravi Bardwaj et la chanteuse folklorique Harshita Dahiya, a été abattu en plein procès par des rivaux se faisant passer pour des avocats. Son cas a suscité de nombreuses controverses, mais n'est rien comparé à celui de Klaus Grabowski, un meurtrier d'enfants qui a été exécuté par la mère d'une de ses victimes juste avant qu'il ne connaisse sa sentence. Cette vidéo révèle les moments choquants où des tueurs en série ont été tués au tribunal. Des moments qui prouvent que parfois, la justice n'attend pas, elle est rendue instantanément. David Paradiso. En décembre 2006, Paradiso a tué Eileen Pelt, sa petite amie depuis 2 semaines. Il l'a poignardée dans le cou et s'est débarrassé de son corps près d'une route. Au moment du meurtre, le couple se trouvait sur le siège arrière d'une voiture conduite par la mère de Paradiso. Après avoir tué sa petite amie, Paradiso a forcé sa mère à conduire jusqu'au comté voisin d'Amador, où il s'est débarrassé de son corps. Il a ensuite été arrêté et a déclaré souffrir de paranoïa lorsqu'il a poignardé Pelt. Il s'agirait d'un effet secondaire de la méthamphétamine qu'il aurait consommé plus tôt dans la journée. Paradiso a également déclaré qu'il croyait que Pelt allait le tuer cette nuit-là s'il ne la tuait pas d'abord. Contrairement à ce qu'il affirme, la mère de Paradiso a déclaré qu'elle n'avait pas entendu de dispute avant le coup de couteau, ce qui signifie que Paradiso a probablement agi seul. Il a ensuite été jugé pour le meurtre de sa petite amie et a également été accusé d'enlèvement. Au tribunal, Paradiso a ensuite fait quelque chose d'absolument insensé. Alors que le jury partait en pause, Paradiso s'est levé de la barre des témoins et s'est soudainement dirigé vers le juge. Il a ensuite commencé à la poignarder avec un instrument tranchant inconnu. Voyant cela, un officier de police de l'Audi s'est immédiatement présenté et a tiré plusieurs coups de feu sur Paradiso, mettant fin à son acte de violence brutale. Dans un rapport ultérieur sur l'incident, il a été révélé que la mère de Paradiso, ainsi que sa famille, avaient déjà tenté d'avertir les geôliers que Paradiso avait une arme et qu'il la portait dans la salle d'audience. Tout comme Paradiso, le tueur suivant a également été tué au tribunal. Mais cette fois-ci, c'est un rival qui l'a fait. Jitender Godji. Godji était un gangster indien qui a commis une série de crimes et de meurtres. Il vivait dans le village d'Alipur, à Delhi, et était tristement célèbre pour la fusillade de Burari et le meurtre de la chanteuse Harshita Dahiya. Bien qu'il ait d'abord été en fuite, un proche collaborateur de Godji a ensuite publié une photo de 3 gobelets de boisson Starbucks portant la mention « Rohit, Godji et Faji ». La police a ainsi pu remonter jusqu'à un point de vente Starbucks à Gurgaon. Elle a ensuite retrouvé les hommes dans un appartement à Mapsco, Casabella. Après son arrestation, Godji a été traduit en justice par la police de Delhi le 24 septembre 2021. Cependant, au cours du procès, un événement inattendu s'est produit. 2 hommes habillés en avocats ont tiré sur Godji, le tuant sur le coup. Les auteurs, identifiés comme étant Rahul et Jagdeep, avaient d'abord franchi les barrières de sécurité sans être repérés avant de passer à l'acte. Selon certaines informations, les hommes ont été engagés par le rival de Godji, Tilu, et ses associés. L'attaque visait probablement à réduire Godji au silence et à mettre un terme définitif à sa carrière criminelle. Après avoir tiré à plusieurs reprises sur Godji, les 2 hommes ont également été abattus et tués lors d'une riposte immédiate de la police. Cet incident a suscité de vives inquiétudes quant aux mesures de sécurité mises en place dans les tribunaux de Delhi, de nombreuses personnes se demandant comment les hommes ont pu faire irruption dans le complexe judiciaire en portant des armes. Malheureusement, cet incident n'est pas le premier du genre à Delhi. En 2015, un groupe d'hommes a ouvert le feu à l'intérieur du tribunal de Karkarduma, tuant un agent principal de la police de Delhi. De même, en 2023, un homme a été abattu dans l'enceinte du tribunal de Dwarka, ce qui a provoqué une vive panique parmi les personnes présentes. Mais si ces incidents ont été tragiques, aucun n'a été aussi choquant que la nouvelle fusillade dans un tribunal. Klaus Grabowski. Grabowski était jugé pour avoir agressé et tué Anna Bachmeier, une fillette de 7 ans. Le 5 mai 1980, Anna s'est disputée avec sa mère et a décidé de sécher l'école. Plus tard dans la journée, elle s'est rendue chez Klaus Grabowski pour jouer avec ses chats. Mais à son insu, elle était sur le point d'être enlevée par ce boucher de 35 ans. Grabowski a retenu Anna pendant plusieurs heures à son domicile, il l'a agressée sexuellement et l'a finalement étranglée avec un collant de sa fiancée. Il a ensuite ligoté la jeune fille et l'a emballée dans une boîte qu'il a laissée au bord d'un canal. Malheureusement pour Grabowski, sa fiancée a été témoin du meurtre et l'a dénoncé à la police. Il est choquant de constater que Grabowski n'en était pas à sa première tentative d'agression sexuelle. En 1976, il s'est volontairement soumis à une castration chimique après avoir été condamné pour l'agression sexuelle de 2 filles. Après son arrestation, Grabowski a affirmé qu'Anna avait cherché à lui extorquer de l'argent en menaçant de parler à sa mère des violences subies.
Il a également déclaré que sa peur de retourner en prison l'avait poussé à la tuer. Le 6 mars 1981, au 3e jour de son procès, Grabowski a assisté à sa fin tragique. Marianne Bachmeier, la mère d'Anna, a introduit clandestinement un Beretta 70 dans la salle d'audience. Elle a pointé l'arme dans le dos de Grabowski et a tiré 7 fois. 6 de ces tirs ont atteint Grabowski et l'ont tué presque instantanément. Après la fusillade, Marianne a baissé son arme et a été appréhendée sans résistance. Elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire et de détention illégale d'une arme à feu. Marianne a été condamnée à 6 ans de prison, mais a été mise en liberté surveillée après en avoir purgé 3. Alors que Grabowski est mort des mains de la mère de sa victime, le tueur suivant a mis fin à ses jours. Slobodan Praljak. Il était un ancien général croate et un commandant militaire de haut rang pendant la guerre de Bosnie. Avant la guerre, Praljak était ingénieur, réalisateur et écrivain. Cependant, lorsque les guerres de Yougoslavie ont éclaté au début des années 1990, il a rejoint le Conseil de défense croate et a rapidement gravi les échelons. En tant que commandant militaire, Praljak était responsable des opérations en Bosnie-Herzégovine, où les tensions ethniques entre les Bosniaques, les Croates et les Serbes ont conduit à de violents conflits. Il a ensuite été accusé d'avoir ordonné des attaques contre des populations civiles, la destruction du Stari Most à Mostar et le mauvais traitement de prisonniers. Après la guerre, Praljak et 5 autres responsables croates ont été inculpés par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils ont été accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment de nettoyage ethnique, d'emprisonnement illégal et de destruction du patrimoine culturel. Son procès a duré des années et, le 29 novembre 2017, Praljak s'est présenté devant le tribunal pour son dernier appel. Les juges ont confirmé sa condamnation à 20 ans de prison, estimant qu'il était coupable de crimes de guerre à l'encontre des musulmans bosniaques. En entendant le verdict de culpabilité, Praljak s'est levé et a crié. Il a ensuite fouillé dans la poche de son manteau, en a sorti une petite bouteille en verre brun et en a bu le contenu. Quelques instants plus tard, il s'est effondré. Malgré des soins médicaux immédiats, il est décédé à l'hôpital plus tard dans la journée. Une enquête ultérieure a confirmé que la substance qu'il avait bue était du cyanure de potassium, un poison mortel qu'il avait introduit clandestinement dans la salle d'audience. S'il y a des personnes qui ont tué des gens au tribunal ou qui se sont suicidées, il y en a d'autres qui ont assassiné des gens dans la salle d'audience. Brian Nichols. Brian est un criminel américain qui a fait la une des journaux en 2005 après s'être évadé violemment de prison et avoir commis une fusillade meurtrière au palais de justice du comté de Fulton à Atlanta, en Géorgie. Ces actes ont entraîné la mort de 4 personnes, dont un juge. Nichols a été arrêté en août 2004 pour actes sexuels forcés, séquestration et attouchement à l'encontre de son ex-petite amie. Il devait être jugé en mars 2005 et était détenu au palais de justice du comté de Fulton. Le matin du 11 mars 2005, alors qu'il était escorté au tribunal pour son procès, Nichols a maîtrisé l'adjointe Cynthia Hall, qui était seule avec lui dans une zone de détention. Il l'a brutalement battue jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Brian lui a ensuite volé son arme et s'est habillé en civil pour éviter les soupçons. Armé du pistolet de l'adjoint, Brian se rend dans la salle d'audience du juge Roland Barnes, qui préside l'affaire d'attouchement. Sans hésiter, il a abattu le juge ainsi qu'une chroniqueuse judiciaire, Julie Ann Brando. Il s'est ensuite enfui du palais de justice, tuant sur son chemin le sergent Hoyt Teasley, un adjoint du shérif. Dans sa fuite, Brian a détourné plusieurs véhicules avant d'atteindre le domicile d'un agent des services de l'immigration et des douanes, qu'il a pris en otage avant de lui voler ses armes et son badge. Plus tard dans la journée, Brian a abattu l'agent fédéral David Wilhelm, un agent des douanes et de l'immigration des États-Unis. Il a volé l'arme de service, la voiture et les papiers d'identité de Wilhelm. Cela lui a permis de rester en fuite pendant plus de 24 heures. Après l'évasion de Brian, les forces de l'ordre de tout le pays ont été mises en état d'alerte et son visage a été diffusé dans les journaux télévisés de tout le pays. Sa folie a finalement pris fin le 12 mars 2005, lorsqu'il a pris Ashley Smith en otage dans son appartement de Duluth, en Géorgie. Dans une tournure surprenante des événements, Smith a persuadé Nichols de se rendre. Elle lui a parlé de ses propres difficultés, notamment de la perte de son mari à la suite de violences. Ces actions semblent avoir eu un impact émotionnel sur Nichols, ce qui l'a poussé à se rendre. Le lendemain matin, Brian laisse partir Smith. Elle a immédiatement appelé le 911 et, peu après, une équipe du SWAT a encerclé l'appartement et arrêté Brian sans autre effusion de sang. Brian Nichols a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation pour meurtre, enlèvement, attouchement et détournement de voiture. Au cours de son procès, il a admis les meurtres, mais a affirmé qu'il était un soldat en guerre contre le gouvernement. Malgré la brutalité de ses crimes, le jury a refusé de condamner Brian à la peine de mort
invoquant des craintes de préjugés raciaux dans le système judiciaire. Il a finalement été condamné en 2008 à plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ensuite, nous nous arrêterons rapidement au palais de justice d'un comté de l'Ohio, où un père a pris la loi en main. Nathaniel Richmond. Nathaniel Richmond a fait les gros titres le 21 août 2017 lorsqu'il a tendu une embuscade et tiré sur le juge Joseph Bruzzese Jr. devant le palais de justice du comté de Jefferson, à Steubenville, dans l'Ohio. Monsieur Richmond était le père de Malik Richmond, un joueur de football du lycée qui a été condamné dans une affaire d'attouchement. Au moment de la fusillade, Richmond était impliqué dans un procès pour décès injustifié que le juge Bruzzese supervisait. Lui et ses codemandeurs avaient également poursuivi l'autorité locale chargée du logement à la suite de l'incendie d'une maison en 2015 qui avait causé la mort d'une femme. Le matin du 21 août 2017, Richmond était à l'affût devant le palais de justice du comté de Jefferson. Alors que le juge Bruzzese se dirigeait vers le bâtiment, Richmond s'est approché et a ouvert le feu sur lui, le touchant à plusieurs reprises. Heureusement, Bruzzese, qui portait également une arme à feu, a réussi à riposter. Un agent de probation présent sur les lieux a rapidement réagi, tirant sur Richmond et le tuant. Heureusement, le juge Bruzzese a survécu à l'attaque après avoir subi une intervention chirurgicale d'urgence. Si le motif exact de Richmond n'a jamais été entièrement élucidé, certains ont émis l'hypothèse qu'il était probablement en colère contre la manière dont le juge traitait l'affaire. Les autorités ont également précisé par la suite que l'attaque de Richmond contre le juge Bruzzese n'était pas liée à la condamnation passée de son fils. Bien que le motif de Richmond ne soit pas clair, cette autre personne a commis l'un des meurtres judiciaires les plus choquants par vengeance. Roberto Tubal. Un jour censé apporter une solution, le tribunal régional de première instance de Las Pinas, aux Philippines, est devenu le théâtre d'un crime brutal. En 2007, Roberto Tubal est entré au tribunal, armé et prêt à affronter son ex-femme, Lolita Tubale, qui avait demandé l'annulation de son mariage. Alors qu'elle attendait l'audience aux côtés de son avocate, Rebecca Bassa, Roberto a commis une attaque de sang-froid qui a choqué tout le monde. Il a sorti une arme à l'intérieur de la salle d'audience et a tiré une balle dans la tête de Lolita et de Bassa, les tuant instantanément. L'attaque a provoqué le chaos dans le palais de justice, les gens se précipitant pour se mettre à l'abri. Après les meurtres, Roberto s'est enfui du palais de justice, échappant ainsi à l'emprise immédiate des autorités. Cependant, les forces de l'ordre ont lancé une chasse à l'homme et sont parvenues à l'appréhender quelques heures plus tard sans autre incident. Le motif semble être la vengeance à l'égard de l'affaire de l'annulation, qui a probablement alimenté sa colère. Ce qui a rendu ce crime particulièrement alarmant, c'est la façon dont Roberto a réussi à introduire une arme à feu dans la salle d'audience en contournant la sécurité. Il a lancé une attaque en règle sans que personne ne le sache. Le tueur suivant a également fait des ravages dans une salle d'audience. Norman Moon. L'atmosphère à l'intérieur du tribunal de Warren en Pennsylvanie était tendue lorsque Norman Moon, un ouvrier électricien de 26 ans, s'est présenté devant le juge Allison Wade pour recevoir sa sentence. Condamné pour ne pas avoir subvenu aux besoins de sa femme, il écoute le juge lui demander s'il a quelque chose à dire. Norman a tranquillement répondu « non ». Cependant, au lieu de se résigner à son sort, il a soudain passé la main sous son manteau, a sorti un pistolet de calibre 45 et a tiré sauvagement. Son premier tir vise le procureur Meyer Kornreich. Mais avant que Norman ne puisse lancer son attaque, le procureur, effrayé, s'est précipité hors de la pièce, échappant de peu à la mort. Sa première cible disparue, Norman s'est tourné vers le banc pour s'attaquer au juge Wade. Voyant le danger imminent, le juge se lève d'un bond et saisit une chaise dans une tentative désespérée de se protéger. Il supplie Norman de ne pas tirer. Mais le tireur déterminé poursuit sa quête. Sans hésiter, il tire 2 coups de feu sur le juge qui chancelle et quitte le banc en trébuchant. Le juge a appelé à l'aide avant de s'effondrer devant le banc des jurés vide. En quelques instants, il est mort. La salle d'audience est plongée dans le chaos, Norman agitant violemment son arme en direction de la foule. Sans perdre de temps, il sort du tribunal, saute dans sa voiture et s'enfuit. La nouvelle de la fusillade est rapidement parvenue aux policiers de l'État de Pennsylvanie, qui ont rapidement repéré le véhicule de Norman à la sortie de la ville. La troupe a poursuivi sa voiture en tirant des coups de feu. Certaines balles ont brisé l'un de ses pneus, obligeant Norman à s'arrêter. Alors que les officiers se rapprochent, Norman fait un dernier geste désespéré. Il a pointé l'arme sur sa propre gorge et a appuyé sur la gâchette. La balle a déchiré sa chair, arraché une partie de sa langue, mais ne l'a pas tué. Norman a ensuite été jugé pour meurtre et condamné à une peine de prison. Contrairement à ses précédents tueurs, il y a aussi des personnes qui ne sont jamais arrivées jusqu'à la salle d'audience. Des tueurs en série qui ont été tués sur le coup. Mohamed Merah. Mohamed était un djihadiste français, responsable de la mort de 7 personnes, dont 3 enfants.
L'activiste autoproclamé a commis ses meurtres lors de plusieurs fusillades dans le sud-ouest de la France en mars 2012. Mohamed est né à Toulouse. Il a grandi dans une cité des Isards, un quartier en difficulté du nord-est de la ville. Pendant son enfance, il a été considéré comme un délinquant juvénile et a été dénoncé au moins 15 fois pour des actes de violence. Plus tard, il est devenu terroriste et a commis certains des meurtres les plus odieux de tous les temps. Mohamed a filmé tous ses meurtres à l'aide d'une caméra attachée à son corps. Il en a fait une vidéo en y ajoutant de la musique et des versets du Coran. Il a également envoyé la vidéo à Al Jazeera. Quelques jours après sa dernière fusillade, Mohamed a été retrouvé par la police dans son appartement où il a ouvert le feu sur les forces de l'ordre qui s'approchèrent de lui. Au moment de l'incident, Mohamed aurait été armé d'un fusil d'assaut Kalachnikov, d'une mitrailleuse Uzi et de plusieurs armes de poing. Ces armes lui ont permis de résister à son arrestation pendant près d'un jour et demi. Lors de sa dernière conversation avec la police, Mohamed a refusé de se rendre et a menacé de tuer des policiers. Il a également affirmé être membre d'Al-Qaïda. Lorsque les commandos de police du raid se sont installés dans l'appartement du premier étage de l'immeuble plus tard dans la matinée, Mohamed a ouvert le feu sur eux depuis la salle de bain. Il a ensuite sauté par une fenêtre, l'arme à la main. Il a continué à tirer jusqu'à ce qu'un commando du raid le tue d'une seule balle dans la tête. Après la mort de Mohamed, des rapports ont affirmé qu'il avait perpétré ces attentats parce qu'il n'appréciait pas l'interdiction faite aux femmes de porter la burqa en France. Il voulait également se venger de l'implication de l'armée française dans la guerre en Afghanistan. Alors que la folie meurtrière de Mohamed a duré longtemps, le tueur en série suivant a perpétré l'une des fusillades les plus meurtrières de tous les temps, en une seule journée. Aaron Alexis. En 2013, Aaron Alexis a tué 12 personnes lors d'une fusillade de masse à Washington. Le matin de l'incident, Aaron a quitté son hôtel et est arrivé au Navy Yard dans une voiture louée. Les images de surveillance le montrent entrant dans le bâtiment 197 par l'entrée principale, portant un fusil de chasse démonté dans un sac en bandoulière. Il s'est rendu au 4e étage, où il avait travaillé la semaine précédente, et a assemblé l'arme dans une salle de bain. En sortant des toilettes, Aaron a traversé un couloir pour se rendre dans une zone de cabine et a commencé à tirer. Il a touché 6 personnes, en tuant 5 sur le coup, tandis que la 6e personne a été blessée à la tête et à la main. Après avoir tiré plusieurs fois au 4e étage, Aaron s'est rendu au 3e, où il a tué 2 autres personnes en l'espace de quelques minutes. Il a également tiré sur plusieurs autres personnes, touchant une femme à l'épaule alors qu'elle courait dans une cage d'escalier. Il a ensuite tiré plusieurs autres coups de feu au 3e étage, avant de descendre au 1er. Alors que les agents de plusieurs services de police commençaient à arriver sur les lieux, ils ont eu du mal à déterminer l'endroit exact de la fusillade. Selon les rapports, ils ont dû se fier aux passants qui fuyaient pour s'orienter. Toujours à l'intérieur du bâtiment, Aaron a parcouru le 1er étage avant de se diriger vers l'entrée principale, où il a tiré sur un agent de sécurité et s'est emparé de son pistolet. Maintenant armé du pistolet, le tireur a fait feu sur un autre agent de sécurité et sur un officier de la police militaire de la marine, mais les a tous deux manqués. L'agent de sécurité a riposté, obligeant Aaron à s'enfuir dans un couloir. Alors qu'il tentait de s'enfuir, il a rencontré 2 officiers de police et leur a également tiré dessus. À court de munitions, il a fini par utiliser le pistolet qu'il avait détourné auparavant. Après son dernier meurtre, Aaron s'est débarrassé du fusil de chasse et s'est caché dans une zone de bureau. Plus tard, il s'est installé au 3e étage, toujours en se cachant dans les armoires. Lorsque 2 officiers et 2 agents du NCIS sont entrés dans la zone des cabines, Aaron a ouvert le feu, touchant l'un des officiers aux 2 jambes. D'autres agents arrivent bientôt et, alors qu'il fouille les cabines, Aaron surgit soudain de derrière un bureau et tire à bout, portant sur un autre agent, qu'il touche à 2 reprises. Les officiers ont immédiatement riposté, tirant une balle dans la tête d'Aaron et le tuant sur le coup. Les rapports relatifs à cet incident ont tous révélé que les méthodes d'évasion d'Aaron étaient effectivement sophistiquées, mais elles n'étaient probablement pas aussi sophistiquées que celles du prochain tueur en série. John Dillinger. Dillinger était un gangster américain et un braqueur de banque qui a tué une dizaine d'hommes au cours de sa série de crimes. En 1924, Dillinger s'installe à Indianapolis. Là, il s'associe à un criminel nommé Ed Singleton, et tous deux se lancent dans une mission criminelle. Ils ont tous deux été arrêtés pour vol, et Dillinger a été condamné à une peine de 10 à 20 ans de prison pour ce crime. En prison, Dillinger a rencontré de nombreuses personnes qui avaient dévalisé des banques. Il s'est lié d'amitié avec ces détenus et a appris d'eux. Libéré en 1933, il a rapidement renoué avec le crime. Au cours de ses 4 premiers mois de liberté, Dillinger a dévalisé 5 banques. Il a également comploté pour aider plusieurs personnes à s'évader de prison et à le rejoindre. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il a été arrêté. Plus tard, les détenus libérés ont pris d'assaut la prison où se trouvait Dillinger et l'ont aidé à s'échapper, tuant le shérif au passage.
Ensemble, la bande de malfaiteurs s'est lancée dans une série de crimes. Ils dévalisent des banques dans l'Indiana et le Wisconsin avant de se rendre dans le sud et l'ouest des États-Unis. Finalement, la série de crimes de Dillinger a pris fin grâce à un piège tendu par le FBI, la police de l'Indiana et Anna Sage, une gérante de maison close, qui connaissait la petite amie de Dillinger. Sage a informé la police qu'elle et le couple allèrent voir un film le soir du 22 juillet 1934. Elle porte une jupe orange pour se rendre visible. Après le spectacle, Dillinger sort et trouve des agents du FBI qui l'attendent. Il tente de s'enfuir mais est abattu dans la ruelle. Il était abattu de 4 balles, dont l'une l'a atteinte à la nuque. Alors que Dillinger a été tué par balle, le tueur en série suivant est mort d'une manière plus brutale. Micajah Harp. Il était l'un des frères Harp, considéré comme l'un des premiers tueurs en série de tous les temps. Il s'agit de meurtriers américains, de bandits de grands chemins et de pirates fluviaux qui opéraient dans le Tennessee, le Kentucky, l'Illinois et le Mississippi. Dans le courant de l'année 1797, les frères Harp se sont lancés dans une série de crimes odieux, tuant 39 personnes, bien que le total estimé soit probablement supérieur à 50. Ils auraient massacré toute personne à la moindre provocation, quel que soit son âge, y compris les bébés. Les meurtres des frères Harp auraient commencé dans le comté de Knox, où les frères auraient profané les corps de leurs victimes. L'exemple le plus frappant est celui d'un homme nommé Johnson, dont ils auraient ouvert le corps et l'auraient rempli de pierres avant de le jeter dans la rivière Holston. Les frères Harp poursuivent leur meurtre jusqu'en juillet 1799, date à laquelle ils s'enfuient vers l'ouest pour échapper à une nouvelle troupe organisée par John Leiper. Ils sont finalement retrouvés 1 mois plus tard. La troupe demande à Micajah et à son frère Wiley de se rendre, mais ils refusent et tentent de s'enfuir. Au cours de l'opération, Micajah a reçu une balle dans la jambe et dans le dos. Alors qu'il est encore conscient, Moses Stegall lui coupe lentement la tête. Il a ensuite accroché la tête à un poteau à un carrefour près de la cabane de Moses Stegall. Tout comme Micajah, le tueur en série suivant a également été tué de manière brutale. Mark Essex. Mark était un tireur d'élite américain et un ancien marin. Il a perpétré l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire de la Nouvelle-Orléans, le 7 janvier 1973. Ce jour-là, son carnage a fait 9 morts et 13 blessés, dont des policiers et des pompiers. Mark était un révolutionnaire noir autoproclamé qui vouait une haine profonde aux forces de l'ordre et aux représentants de l'autorité blanche. C'est ce qui l'a poussé à s'en prendre à des policiers dans une attaque à caractère raciste, tout en pensant qu'il luttait contre l'oppression systémique. Mark a fait parler de lui pour la première fois à la fin de l'année 1972, lorsqu'il a tué 2 officiers de police dans une attaque au sniper. Des semaines plus tard, il a lancé son dernier assaut contre l'hôtel Howard Johnson's, où il a allumé des feux pour attirer les secouristes dans sa ligne de mire. Au cours de l'incident, Mark a engagé une fusillade prolongée avec la police depuis le toit de l'hôtel. La fusillade a pris fin après que des renforts de police, dont des agents armés de fusils de gros calibre et un hélicoptère militaire, ont encerclé Mark. Ils lui ont tiré dessus à plusieurs reprises et sous plusieurs angles, y compris depuis l'hélicoptère. Il a été rapporté que le corps de Mark avait plus de 200 blessures par balle lorsqu'il a été retrouvé plus tard. Tout comme Mark, cette personne a également perdu la vie à la suite d'une terrible fusillade. Omar Mateen. Mateen est un meurtrier de masse américain responsable de la fusillade de la boîte de nuit Pulse à Orlando, en Floride, le 12 juin 2016. L'attentat a été l'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis à l'époque, faisant 49 morts et plus de 50 blessés. Mateen, citoyen américain né à New York de parents afghans, était dans le collimateur du FBI avant l'attentat. En 2013, il a fait l'objet d'une enquête après avoir fait des déclarations sur ses liens avec des groupes terroristes comme Al-Qaïda et le Hezbollah. Son attaque la plus célèbre a eu lieu en 2016, lorsque Mateen est entré dans la boîte de nuit Pulse, un lieu bien connu des LGBTQPE. Il était armé d'un fusil d'assaut et d'une arme de poing. Sur place, Mateen a échangé des coups de feu avec un agent de sécurité avant de prendre des otages dans les toilettes. À l'intérieur, il a appelé le 911 pour prêter allégeance à ISIS, affirmant avoir été inspiré par les récentes attaques terroristes. Il a également prétendu à tort qu'il avait des explosifs, ce qui a rapidement déclenché l'intervention de la police. Après une impasse de plusieurs heures, une équipe du SWAT a utilisé des explosifs pour pénétrer dans le bâtiment. Ils ont également engagé une fusillade avec Mateen, qu'ils ont abattu en un rien de temps. Après l'incident, les autorités se sont demandé s'il s'agissait d'un acte terroriste ou d'un crime de haine, car Mateen aurait exprimé sa colère à l'égard des personnes LGBTQ+ peu de temps avant la fusillade. Alors que Mateen s'est préparé à la destruction, le prochain tueur en série n'a pas vu sa mort venir. James Dale Ritchie. James Dale Ritchie était un tueur en série présumé responsable d'au moins 5 meurtres à Anchorage, en Alaska, en 2016. Les crimes de Ritchie suivent un schéma unique. Chacune de ses victimes a été abattue dans des zones isolées, souvent le long de sentiers ou dans des endroits peu éclairés,
sans autre motif apparent que l'acte de tuer lui-même. Les premières victimes connues, Brianna Foisy et Jason Netter, ont été retrouvées mortes le 3 juillet 2016, le long d'une piste cyclable. Tous deux ont été abattus de plusieurs balles et il n'y avait aucun signe de vol ou de lutte. Plus tard dans le mois, le 29 juillet 2016, Travion Kindell Thompson a été abattu dans un autre quartier d'Anchorage. Comme les victimes précédentes, Thompson n'avait aucun lien connu avec Richie et le meurtre semble avoir été commis au hasard. Le schéma s'est poursuivi avec un autre double homicide en août 2016. Kevin Turner et Brian Dawson ont tous deux été abattus dans des circonstances similaires. Leurs corps ont été retrouvés dans une zone peu surveillée, toujours sans vol, ni autre motif clair. Ces affaires non résolues ont suscité une peur généralisée à Anchorage. À l'époque de ces meurtres, la police n'avait aucune piste. Cependant, elle a découvert que les 5 meurtres avaient été commis avec la même arme, un revolver Colt Python .357, qui a ensuite été relié à d'autres affaires dans lesquelles Richie était impliqué. Le 12 novembre 2016, Arne Salao, officier de police d'Anchorage, a interpellé Richie lors d'un appel de routine pour une course de taxi impayée. Lorsque Salao s'est approché de lui, Richie a sorti son Colt Python .357 et a ouvert le feu, touchant l'officier à plusieurs reprises. Malgré ses blessures, Salao a réussi à riposter pendant qu'un autre policier, Mark Patske, arrivait sur les lieux. Une fusillade a éclaté dans la rue et Richie a finalement été abattu par les officiers. Lorsque la police a examiné son revolver, les tests médico-légaux ont révélé qu'il s'agissait de la même arme que celle utilisée pour les 5 meurtres non élucidés commis au début de l'année. Même après sa mort, les enquêteurs ont continué à fouiller le passé de Richie pour déterminer s'il était responsable d'autres crimes. Tout comme Richie, le tueur en série suivant a également laissé un terrible héritage après sa mort. Clyde Barrow. Clyde était le principal suspect de plusieurs meurtres et était recherché pour meurtre, vol et enlèvement. Le FBI, alors connu sous le nom de Bureau of Investigation, est intervenu après avoir découvert une voiture Ford volée. La voiture avait été enlevée à Pawhuska, dans l'Oklahoma, puis abandonnée près de Jackson, dans le Michigan. Plus tard, les enquêteurs de Pawhuska ont également trouvé une autre Ford volée, cette fois-ci dans l'Illinois, et abandonnée dans l'Oklahoma. À l'intérieur du véhicule, ils découvrent un flacon d'ordonnance qui les conduit à une pharmacie de Nacogdoches, au Texas. L'ordonnance avait été délivrée à la tante de Clyde Barrow. Le 20 mai 1933, un mandat d'arrêt a été émis contre Clyde Barrow et Bonnie Parker pour avoir transporté la voiture volée de l'Illinois au-delà des frontières de l'État. Le mandat s'est poursuivi jusqu'à ce qu'un agent du FBI recueille, un an plus tard, des informations sur la localisation de Bonnie et Clyde dans une zone isolée au sud-ouest de la ville. L'agent a également découvert leur lien avec une famille dont la maison se trouvait à proximité. Les autorités ont alors intensifié leurs efforts pour capturer le duo. On a découvert par la suite que Bonnie et Clyde, ainsi que la famille à laquelle ils rendèrent souvent visite, avaient participé à une réunion en Louisiane, en mai 1934. On a découvert que le duo prévoyait de revenir 2 jours plus tard. Le jour dit, avant l'aube, des policiers de Louisiane et du Texas ont tendu une embuscade le long d'une autoroute près de Sells en Louisiane. Lorsque Bonnie et Clyde sont arrivés en vue, les officiers ont ouvert le feu avant qu'ils ne puissent s'échapper et Clyde a été tué sur le coup. Les tueurs en série ont passé leur vie à faire régner la terreur, mais certains ont connu un sort bien pire que leurs victimes. Si certains tueurs ne sont pas sortis vivants de la salle d'audience, d'autres n'ont jamais eu la chance d'être jugés. Que pensez-vous de ces meurtres dans les salles d'audience? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur la carte suivante sur votre écran.